Sophie Herford, nous allons partir sur les traces de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur démasqué, publié aux éditions Talendier. Et puis surtout l'environnement où a sévi Jack l'Éventreur, ce quartier de Whitechapel en 1888. Quel était ce décor, quel était le contexte à cette époque de ce quartier londonien? Alors c'est dans une ville comme Londres que Jack l'Éventreur va sévir et il va choisir donc un quartier qui s'appelle Whitechapel, un quartier d'1 million d'habitants, un quartier où la misère la plus criante se déploie. Une femme sur deux se prostitue occasionnellement, donc on les appelle les dolimopes. Elles sont ouvrières le jour et effectivement sont obligées de gagner quelques subsides la nuit. Beaucoup sont veuves, beaucoup ont du mal effectivement à échapper à leurs sinistres conditions. Certaines n'ont plus de pension, sont en proie au veuvage. Il faut savoir que toutes ces caractéristiques sont assez choquantes, puisqu'on est comme dans une ville comme Londres, une ville de 4,5 millions d'habitants, une ville qu'on appelle The Workshop of the World, qui est donc un atelier, l'atelier du monde, l'atelier où tout se fabrique, où tout se fait, et que l'Angleterre, à cette époque, est comme la première puissance industrielle au monde, donc on a du mal à imaginer qu'il existe un petit quartier minuscule, comme un mouchoir de poche, qui fait dans les environs de 2 km², et que c'est dans ce petit quartier, dans ce qui s'apparente à un enfer quotidien pour les gens qui vivent et qui travaillent, que des femmes sont continuellement donc jetées à la rue et que des agressions domestiques sont assez importantes. Et c'est dans ce tout petit quartier que Polly Nichols va malheureusement trouver la mort dans la nuit du 30 au 31 août 1888 dans une petite rue, une petite artère qu'on appelle Box Row, pas très loin d'une petite poissonnerie et d'une école qu'on appelle la boarding school. Et donc cette femme de 43 ans était venue assister à un feu qui donc avait commencé vers 20 h ce soir-là, donc il avait pris sur les docks de Shadwell. Cette femme va être retrouvée vers 3 h 40 par 2 charretiers du nom de Charles Paul et Robert Cross, donc à Box Row. Ces 2 hommes sont charretiers de profession et se rendaient à Corbett Court en fait pour exercer leur mission de camelot et de charretier. Quand Charles Cross croit découvrir une bâche au sol, donc il fait une nuit vraiment très profonde, donc il tombe sur ce qu'il croit être une bâche et qui est en fait tout simplement la robe de Polly Nichols qui est remontée indécemment jusqu'à son visage. Et là c'est effectivement une catastrophe puisqu'on découvre que cette femme a été tout simplement égorgée et éventrée. Ses organes sont en place, j'insiste sur ce détail qui n'en est pas un, puisque une semaine plus tard, donc dans la nuit du 8 septembre, toujours de la même année, 1888, une autre femme tombera sous les coups mortels de Jack l'Éventreur. Il s'agit cette fois d'Annie Chapman. Annie Chapman qui sera effectivement retrouvée au 29 Hunbury Street et qui est donc aussi également une prostituée qui certainement serait morte de phtisie dans les jours qui allaient suivre. Donc disons que Jack l'Éventreur a abrégé ses souffrances. Et là on a affaire à une même ritualisation. On peut y reconnaître la patte entre guillemets sanguinaire de Jack l'Éventreur. Et le témoignage que livre Albert Cadoche, un des résidents d'Hunbury Street, est comme assez glaçant puisqu'il a entendu cette femme à 5 h 30 crier un nom énergique avant de succomber donc à ses blessures. Et on a entendu donc un bruit assez mat contre la clôture. Donc il faut imaginer que le témoin se trouve de l'autre côté de la clôture et qu'il a de l'autre côté de cette clôture l'assassin et sa victime. Donc c'est comme assez choquant. Et les premiers suspects entre guillemets vont affluer puisqu'on va retrouver la présence en place et lieu des meurtres d'un tablier de cuir appartenant à un tanneur, un résident qui habite justement Hunbury Street, la fameuse cour où on a retrouvé le corps d'Annie Chapman, et qui va tout de suite être suspecté au titre des meurtres. Cet homme s'appelle John Pizer, et John Pizer n'a bien évidemment absolument rien à voir avec les meurtres, mais il va être pendant un temps suspecté jusqu'à ce qu'on l'innocente et qu'on puisse le confondre au titre de son témoignage, le témoignage qu'il apporte et des preuves qu'il apporte, puisqu'il était présent le soir dans l'incendie, la nuit du premier meurtre, peut-être que vous vous en souvenez. Donc cet incendie qui avait lieu à Shadwell, la nuit du 30 au 31 août 1888, et où des témoins et des badauds ont pu l'apercevoir en train d'assister tout simplement au feu, et il est resté suffisamment longtemps pour qu'on ne puisse pas l'incriminer justement par rapport au meurtre de Polly Nichols. Et donc en l'occurrence, il ne peut pas être le meurtrier d'Annie Chapman. Sophie Herford, il aura fallu 4 meurtres qui s'enchaînent pour finalement avoir
une signature, Jack l'Éventreur? Alors, il faudra attendre cette vague criminelle, quand même, qui va être assez lapidaire, hein, sur 2 mois et demi, pour qu'on puisse avoir les premiers vrais éléments. On va parler d'initiales. Il y en avait donc près de la tête d'Annie Chapman, cette mystérieuse enveloppe qui est apparemment et visiblement contenait des petits comprimés et où on relève une partie d'adresse, hein, de WSQ, mais également un autre parallèle que nous allons pouvoir établir lors de la nuit du dernier meurtre, la veille du Lord Mayor Show, dans la nuit du 8 au 9 novembre de l'année 1888, où on retrouve Madeleine Kelly dans sa chambre, où c'est le collecteur d'impôts John Boyer qui désespérément frappe à une porte close, fermée de l'intérieur. Et à l'intérieur de cette chambre qui va être défoncée plus d'1 heure après, puisqu'on le saura, donc le préfet Sanchez Warren aura donné sa démission la veille et ne sera plus chargé de l'affaire, il faudra donc attendre de nouvelles autorisations. Dans cette chambre figure à nouveau la présence d'initiales en lettres de sang sur le mur opposé à l'entrée, donc juste sur le côté du lit où on retrouvera la dépouille de Madeleine Kelly dans un état absolument déplorable, avec une partie de sa poitrine répandue sur la table de nuit, le foie et les reins entre les jambes, l'humérus complètement dénudé et le cœur qui était extrait. Certainement, l'assassin a retiré le cœur, on ne le retrouvera pas dans la chambre, mais il y a la présence surtout de ces initiales en lettres de sang, M, L et V, sur le mur de cette chambre. Il faut savoir que la police ne fera jamais de relation entre la présence de ces initiales et peut-être la signature supposée des meurtres, puisqu'il faudra attendre justement la fin des années 80, 1988, hein, on va dire le centenaire quasiment de règne semblant de Jack l'Éventreur, pour qu'on puisse établir un parallèle, et notamment la thèse de Shirley Harrison, enfin de la journaliste, hein, qui met en avant la thèse James Maybrick et ses découvertes, pour parler vraiment d'initiales, mais de là y voir les initiales qu'elle a vues. J'ai fait donc agrandir ces photos et il est manifeste qu'on retrouve plutôt les initiales M, L et V sur ce mur, et aucun policier jusqu'à présent n'avait établi de parallèle entre la présence de ces initiales et la possible signature de l'assassin. Et je rappelle qu'apparemment il semblerait que ce soit une marque de fabrique pour l'assassin de laisser des signatures sur des lettres envoyées constamment à Scotland Yard, au patron de police de l'époque, Sir Charles Warren, mais également les initiales laissées sur cette petite enveloppe qui appartenait à Annie Chapman, mais qui, on va le voir, n'appartenait peut-être pas à Annie Chapman, mais peut-être à l'assassin. Donc ça, c'est la thèse que je développe, hein, sur Melvin McNaughton. Donc cette lettre n'était vraisemblablement pas celle de la victime, et les initiales que l'on retrouve sur ce pan de mur de chambre de Madeleine Kelly, et qui a toutes les raisons de nous interroger.